Que veut et surtout que peut Bruno Retailleau dans notre fait du jour ce matin sur France Info? On s'arrête sur le dossier de l'immigration, dossier porté par ce nouveau ministre de l'Intérieur aux convictions de droite assumées. Et pour en parler avec nous en studio, Nicolas Pouvremonti, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Si l'on s'en tient aux déclarations passées de Bruno Retailleau, avant qu'il n'arrive place Beauvau, il y a des intentions qu'on peut résumer en un mot, c'est la fermeté. Écoutez. La France est le pays le plus avantageux pour l'asile, pour l'accès aux soins gratuits pour les clandestins, pour le regroupement familial, pour les naturalisations. Donc ça n'est plus nous qui décidons qui vient chez nous. Ce sont les passeurs, ce sont les filières, les mafieux. Voilà, ça c'était en 2022. En 2024, quelles sont les marges de manœuvre du nouveau ministre? Elles sont restreintes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Bruno Retailleau incarne effectivement une ligne assez définie sur les questions migratoires, qui peut se résumer par la volonté globale de réduire l'immigration de façon structurelle. Ces marges de manœuvre, elles sont contraintes à deux niveaux. De manière structurelle par le cadre international européen dont il a voulu que la France puisse être en mesure d'y déroger. C'était la nature de la proposition de loi constitutionnelle qu'il avait déposée au Sénat avec le groupe LR au printemps 2023. Et un cadre contraint politique, conjoncturel. On voit bien que sur ces sujets, les majorités potentielles à l'Assemblée sont incertaines. Il n'y a aucune chance qu'il puisse changer la loi. Alors, pour ce qui est de la loi... finalement, cette chambre est incertaine, donc il y a des choses qui sont possibles. On n'aurait pas imaginé plutôt à la fin 2023 que la loi immigration soit adoptée dans sa version finale, dans cette même version de fermeté, comme dirait Bruno Retailleau, par l'Assemblée et le Sénat. Donc les choses sont possibles. Mais même avec son simple pouvoir réglementaire de ministre de l'Intérieur, il a déjà des marges de manœuvre. S'il souhaite, par exemple, restreindre les acquisitions de la nationalité française, aujourd'hui, on a une large part des acquisitions qui sont des naturalisations par décret. Le ministre de l'Intérieur a tout à fait les moyens d'agir sur ce plan. Alors ça, c'est très important, parce qu'on parle de loi. Vous nous dites évidemment qu'il y a peu de chances de modifier la loi, à plus forte raison, peu de chances de réformer la Constitution, mais avec ce qui existe déjà, le cadre légal actuel, il peut déjà imprimer une marque de rupture, comme a dit d'ailleurs Michel Barnier hier soir. Absolument, il peut le faire par son pouvoir réglementaire en matière de naturalisation. Il peut le faire pour ce qui relève des régularisations, par exemple, ce qu'on appelle les admissions exceptionnelles au séjour, c'est le nom un peu savant des régularisations, mais c'est bien de ça dont il s'agit, sont aujourd'hui à la main des préfets, les préfets qui sont sous l'autorité hiérarchique du ministère de l'Intérieur. Des consignes de plus grande restriction dans l'octroi des régularisations pourraient être faites sans approbation d'une majorité à l'Assemblée. Et ça peut se faire dans quelques jours? Ça peut se faire très vite. C'est des instructions au préfet, techniquement c'est quoi? Ça peut se faire très vite. Alors, il y a un cadre global qui est fixé par le CESEDA, c'est les motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Ensuite, sur l'examen au cas par cas des dossiers, les préfets ont quand même une marge d'appréciation assez large et le ministre peut leur donner des consignes de restriction pour ce qui relève de cette marge d'appréciation qui est quand même conséquente pour ce qui est des régularisations. Il y a un autre point précis, Nicolas Pouvremonti, je voudrais vous faire écouter ce que disait hier soir sur France 2 le Premier ministre. Il fait allusion au rétablissement des contrôles aux frontières chez nos voisins allemands. Regardez ce que font les Allemands. Je suis intéressé, je veux qu'on comprenne bien que ce que fait un chancelier socialiste en Allemagne, ce que fait un ministre socialiste au Danemark, on doit prendre aussi des mesures chez nous. On va faire des choses pratiques. Je pense qu'on doit traiter cette question de l'immigration avec beaucoup plus de rigueur. Il y aura des ruptures, beaucoup plus de fermeté, en même temps de l'humanité. Voilà, ce que fait le chancelier Scholz en Allemagne, c'était de rétablir des contrôles aux frontières, alors dans un cadre de lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une dynamique en cours chez beaucoup de nos voisins européens qui va dans le sens clair d'une restriction des modalités d'accès à l'immigration dans les pays concernés. On parle de l'Allemagne à juste titre. On pourrait aussi parler de la Suède, qui a engagé depuis 2 ans un virage à 180 degrés en matière d'immigration. On pourrait parler des Pays-Bas, qui souhaitent remettre en cause certaines dispositions du pacte asile et migration. Donc en vérité, si le ministre Retailleau et le gouvernement Barnier souhaitaient aller dans cette voie, ils ne se retrouveraient pas isolés en Europe, fondamentalement. L'aide médicale d'État, elle est depuis longtemps dans le viseur du Rassemblement national et de LR, dont est issu Bruno Retailleau. Sans changer la loi, est-ce qu'il est possible à Bruno Retailleau d'en restreindre les conditions d'accès? Alors, sans changer la loi, c'est délicat, mais ce qui est certain, c'est que il y a une demande aujourd'hui de l'opinion sur cette question. L'AME, c'est à la fois un symbole et c'est un vrai sujet politique. C'est un symbole, c'est devenu le symbole d'une forme de laisser-aller du point de vue de Bruno Retailleau sur les questions d'immigration. Mais sur le fond, il y a quand même un sujet. C'est-à-dire que le nombre de bénéficiaires de l'AME a été multiplié par 3 en 20 ans. À côté de l'AME, il y a une dizaine d'autres dispositifs de soins dont peuvent bénéficier les étrangers en situation irrégulière. Et ça fait partie de ces éléments qui singularisent la France en Europe, qui, sur un certain nombre de plans d'attractivité sanitaire ou sociale, nous distinguent de nos voisins et nous distinguent d'autant plus au fur et à mesure
que nos voisins restreignent leur voie d'accès. Et il y a justement un dernier point. Quand on lui parle d'immigration hier soir, Michel Barnier dit, lui, qu'il veut lutter contre la fraude sociale. Est-ce qu'on a des chiffres sur la fraude sociale qui seraient éventuellement imputables à des personnes en situation irrégulière, des chiffres précis? Alors, les chiffres précis, on va dire, sont vraiment très difficiles à avoir. Ce qui est certain, au-delà de la fraude sociale qui est occulte par nature, c'est qu'il y a une question de dette de certains pays d'origine des immigrés envers la sécurité sociale française. Ça, pour le coup, ce sont des éléments qui sont tracés dans les rapports d'activité de la PHP ou du reste du système hospitalier. Donc là-dessus, il y a des moyens d'action. Mais la question de la fraude, elle est assez intimement liée à celle de l'immigration clandestine, parce que ça fait partie du même continent, finalement, de l'immigration occulte qui passe sous les radars des services de l'État. Et de ce point de vue-là, les modalités d'action du gouvernement peuvent notamment avoir trait aux régularisations que j'évoquais précédemment. Merci beaucoup Nicolas Pouvremontier. On a bien compris que Bruno Retailleau pouvait faire un certain nombre de choses, mais pas tout. On a compris avec vous quelles étaient ce matin ces marges de manœuvre. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.